Le cinéma que je désirais voir et le cinéma que je désirais qu'il existe, tu vois. Je rêvais d'un cinéma comme ça. Donc, euh, ça aurait été trop naïf de ma part d'attendre toujours. Il fallait le faire soi-même. Donc, je l'ai fait et à ce moment-là, ces éléments populaires étaient complètement transformés. Il essaie d'être peut-être populaire parce qu'il ne s'adressait pas à la majorité. Ils n'étaient pas faits dans le cadre, ils sont pas faits dans le cadre normal de production. Donc ils n'ont pas un but utilitaire et mercantile. C'était que je transforme un cinéma, le cinéma, tu vois. C'est pour ça que je me dis pas novateur parce qu'en fait c'est pas nouveau. Je prends ce qui s'est déjà fait et je le transforme à ma manière, de la façon que je pense qu'il aurait dû se passer. Une forme évidemment, ça, Donc tu il n'y ne a te pas que plains cela. pas que ton cinéma ne soit pas populaire. Ah non, pas du tout. Pour toi, c'est Pas dans du la tout. logique des choses. Mais en même temps, mes films, je ne les fais pas adresser à une élite, je ne les fais pas adresser à un déterminé groupe de personnes ou à un certain genre de spectateurs. Mes films, en même temps, sont faits pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans mes films. Parce qu'il n'y a aucun appareil conceptuel Oui, qui détermine mais, le spectateur à mais l'avance. même des spectateurs qui ont toujours été habitués au niveau de la perception, au niveau de la représentation, au système de la représentation édifié par la Renaissance, c'est-à-dire la perspective, même ces gens-là qui sont complètement habitués par la perspective, tu penses qu'ils peuvent rentrer sans aucun problème dans tes films? Ah non, sans aucun problème, je dis pas ça. Ah non, ils ont beaucoup de problèmes. Mais je veux dire que n'importe qui, et c'est-à-dire qu'un spectateur de n'importe quelle provenance peut voir mon film, tu vois. Je veux pas dire que tout le monde peut aimer mes films, loin de là. Mais je veux pas dire que mon film soit aimé exclusivement par un certain genre de spectateurs. Je pense que mes films, pour l'instant, il y a très peu de gens qui les aiment, mais c'est toujours et ça je le sais, c'est des gens qui viennent de milieux divers. Tu vois. Aussi bien des gens qui sont dans le milieu cinéma que des gens qui sont des spectateurs tout à fait ordinaires. Donc je pense que la perception de mes films, elle est accessible à tout le monde. C'est populaire dans un certain sens, tu vois. Tous tes films fonctionnent sur des éléments symboliques, ce qui est très proche de ta culture mexicaine. Maintenant, il ne faut pas Mais- croire que la culture mexicaine soit non, symbolique, tu vois, justement, c'est j'aurais un abordé ce pays... problème-là, parce qu'en fait, par exemple, le cinéma en Europe, il est absolument pas du tout symbolique, il est très réaliste en fait. Même le cinéma indépendant, hein, je parle, hein, aussi bien Ouais. l'avant-garde que le cinéma complètement commercial. Mais le cinéma Alors, mexicain aussi, alors hein, justement, toi, je voudrais savoir pourquoi. Ben non, parce que par exemple, le cinéma espagnol est symbolique, c'est très lié à la culture, hein, mais et tout plus le cinéma, symbolique. non, ça c'est peut-être un ou deux cinéastes, Alors mais justement, je voudrais savoir. tu vas en Espagne et tu verras le gros de la production espagnole, c'est tout à fait comme le cinéma ici en France ou en Italie ou en Mexique ou aux États-Unis. Tu sais, le cinéma, c'est un produit hybride qui est exactement la même chose ici ou au Japon. Hein, Ah bah moi j'ai toujours, chaque fois que j'ai vu des films espagnols, c'est toujours beaucoup plus symbolique, hein, toujours. Même des peut-être films parce un peu. qu'on ne passe ici que les cinémas de quelques cinéastes. Ce que j'ai toujours vu, Mais c'était va quand voir même des plus films symbolique. commerciaux en Espagne, tu verras que ça fonctionne tous Bon de la alors, même manière. Hein. et Et toi, le cinéma commercial mexicain, c'est tout à fait la même chose. Il ne se distingue pas par un symbolisme, mais loin de là. alors Loin de justement, là. alors toi, à quoi tu Mais expliques ça, c'est un ça? choix personnel, c'est tout à fait Bon, personnel, tu vois. justement Le alors. fait que je sois mexicain, peut-être que ça peut ajouter quelques éléments symboliques, mais c'est pas déterminant, tu vois. Non parce que je sais pas, J'aurais pu être indonésien et peut-être que ça aurait été à peu près la même chose. en Europe, quand il y a des gens qui font un cinéma assez symbolique, ça tombe très facilement dans le niais et la bêtise. Ça peut être aussi. C'est-à-dire n'importe qui peut tomber dans la niaiserie et la bêtise, indépendamment de la nationalité.
Non, mais ça, c'est une question personnelle. Ça, je pense que, oui, justement. Parlons que la nationalité n'a rien à voir avec d'accord, alors parlons de ça, Non, justement. ça, je pense que Pourquoi ce choix, alors, à ce moment-là? c'est pas un Américain, un Européen, un Africain ou un Asiatique c'est pas, il peut aller très loin dans ce sens ou tomber dans la bêtise. Hein. C'est une voie assez difficile et qu'au cinéma, ça je reconnais, il a toujours été un échec à mon avis. Le symbolisme au cinéma, ça a toujours été un échec. Oui, mais alors justement, pourquoi toi tu as choisi le symbolisme, le symbolique? C'est une identification personnelle, c'est une démarche qui est proche de ma démarche personnelle. Tu vois. En plus, c'est un symbolisme qui n'est pas le symbolisme bétifiant et académique. Hein. Je n'utilise pas des symboles reconnus comme tels. Tu vois. Pour moi, le symbolisme, le symbolisme au cinéma, enfin, dans mes films, il est travaillé, mais dans sa dynamique. Il n'est pas travaillé à travers les symboles tels quels, tu vois. Bah, pour moi, par exemple, mes films, c'est tout à fait l'opposé de quelqu'un qui travaille d'une façon trop évidente, comme Jodorowsky, dans La Montagne Sacrée, où il met tous les symboles tu vois, il te les jette comme ça, tu vois. C'est tout à fait l'opposé. Mais tu n'as pas peur que ça crée une confusion pour les spectateurs, ça? Mais c'est pas, le symbolisme n'est pas mis en premier plan, il n'est pas dit, il n'est pas imposé. Voilà. Il est loin d'être imposé, tu vois. Il fait partie de la dynamique du film, tu vois. Tu le vois si tu veux le voir. Si tu le vois pas, c'est pas important, tu vois. Tu peux toujours lire le film à ta manière, tu vois. Le symbolisme, c'est un air du film, tu vois. Mais c'est pas le seul, tu vois. Donc, il ne peut avoir aucune confusion. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent au symbolisme et qui savent l'interpréter, ils pourront trouver une interprétation peut-être plus riche que les autres, simplement. Mais je suis très loin de vouloir... Alors, le symbolisme dans tes films, est-ce que c'est équivalent aux citations que faisait Godard dans ses films? Lui, il signalait jamais, par exemple, faire lire un poème dans un film sans dire de qui était le poème. Bon, lui, c'était pas au niveau des références qu'il donnait ça faisait partie de la matière même du film. Oui, oui. Mais pour toi, c'est un peu la même chose. Oui, mais disons non, que c'est quelque chose de complètement différent. Le symbolisme est créé dans mes propres films, tu vois. Les références sont plutôt quant au contenu de symbole, tu vois. C'est pas l'anecdote, c'est pas, disons, il n'y a pas de références, disons, littéraires, il n'y a pas de... Il n'y a pas de reproduction de certains passages d'un tel livre, par exemple. Non. Il n'y a pas de circonstances ou des actions, enfin des situations ou des séquences qui fassent office de référence. Non, le symbolisme, il est généré par le propre film. Oui, non, quand je faisais cette comparaison, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. Ouais. Mais par exemple, on reprochait à Godard des choses comme ça. Enfin, c'est les détracteurs lui reprochaient ça. Mais les références que je donne du symbolisme, ce sont des références qui sont nées du propre film. C'est-à-dire, il génère ses propres références. Enfin, il y avait évidemment un lien avec le symbolisme, si tu veux, universel, qui est dehors, tu vois. Mais c'est un symbolisme que j'essaye de tirer de moi-même et de ma propre vision, tu vois. Ce n'est pas des références, c'est pas il n'y a pas de clin d'œil, voilà. Comme faisait Godard avec des lectures de poèmes, des citations, des choses. Je ne suis pas contre ça, hein, ça j'aime bien dans le cinéma de Godard. Mais dans mon cas, les références, c'est pas des références au symbolisme en fait, c'est un travail symbolique en fait. C'est un travail qui se structure avec le travail du film, tu vois. Il va de pair avec le film, tu vois. Qu'il aboutisse ou qu'il n'aboutisse pas, ça c'est mon problème. Ce n'est jamais un travail abouti, parce que c'est un travail assez dur. Ce n'est qu'une démarche et un essai, en fait.
C'est des essais symboliques, tu vois, qui prennent peut-être plus d'importance à fur et à mesure que mes films se produisent. Au début, peut-être, bon, déjà à partir de Salomé, c'était évident. À partir de Salomé, c'était beaucoup plus visible, c'était beaucoup plus volontaire, quoi. Ce qui était en germe dans les premiers films 8, dans Salomé, ont pris déjà une direction précise. Mais je comprends que la plupart des gens ne s'identifient pas à cette question, mais en même temps, il peut toujours donner une interprétation du film, tu vois, qui est complètement en dehors de cette problématique, tu vois. Je m'aperçois d'ailleurs quand les gens parlent de mes films, ils ne touchent pas à cette question, c'est toujours en général une appréciation assez superficielle du film, même s'ils aiment beaucoup. Hein. Mais en même temps, je ne veux pas imposer cette interprétation. Je te dis, elle est dans le film, elle fait partie de son propre corps. Donc, si tu veux le voir, tu le vois. Si tu ne veux pas le voir, tu peux continuer à voir un film. Le voleur, ça n'a rien à voir, mais c'est peut-être un film super kitsch, c'est peut-être le sommet du ridicule et du sublime. Et on peut sortir au cinéma vraiment, c'est pas comblé d'avoir vu un sommet du kitsch, mais en même temps, ça pourrait être aussi autre chose, peut-être beaucoup plus profonde et qu'on pourrait interpréter dans un certain sens symbolique. Et là, le film prendrait une autre dimension. Je ne veux pas dire que ce soit l'intention de Minelli, je ne connais pas Minelli, et il faudrait que je voie tous ces autres films pour voir s'il a travaillé dans ce sens, mais le film, il est tellement travaillé d'une certaine manière qu'on dirait qu'il voulait aller à une autre dimension, tu vois, en passant par l'allégorie. Une allégorie qui était tellement insensée que personne ne la prendrait au sérieux, que forcément elle nous projette dans une autre dimension, tu vois. Si on veut, mais ça c'est un délire personnel à moi. On voit un plan d'un de tes films. Bon, on voit l'image, on va le représenter. On a l'impression que ça s'éclate complètement, mais qu'en fait c'est toujours là. C'est une sorte de contradiction. C'est comme quand on est sous acide et peut-être sous péyole. Ça part, mais c'est encore là. C'est quand même difficile à expliquer pourquoi c'est représenté comme ça dans tes films et comment tu y arrives à représenter ça. Pourquoi et comment? La vision est toujours comme ça. Si tu veux la vision hallucinogène, elle te fait toujours revenir à ton point de départ. Elle te pousse ou elle te projette très loin, mais elle te fait revenir toujours au point initial, à toi-même. Ce gonflement de la vision, sûrement qu'elle aura son pendant, c'est-à-dire un retour. Tu peux toujours essayer de faire éclater l'image, et l'image qui se présente en toi, elle reviendra toujours au point de départ. Mais ça, c'est ce que tu dis sous l'état hallucinogène. Dans ce cas-là, à la question que tu me poses sur mes films, qui se rapprochent peut-être de cette vision, où en moi ils prétendent que cette vision, la vision qui propose le cinéma, et là c'est limite, où tu ne peux pas aller au-delà d'un certain point. Je voudrais que tu précises, au niveau de la perception, c'est simplement sur l'hallucinogène ou aussi dans la réalité, quand tu veux dire ça? Mais dans la réalité aussi, si tu veux. Non, mais évidemment, c'est-à-dire que disons que les hallucinogènes, ça facilite, et disons que ça précipite. Ça facilite, ça précipite, ça met les points sur les i en fait d'une réalité, de la réalité. Tu reviens toujours après à toi-même. C'est-à-dire, tu peux te trouver dans le désert et avoir une expérience hallucinogène et te projeter dans une dimension inconnue, mais tu reviendras toujours au point où tu étais. Comment tu vas représenter ça au niveau de l'image? C'est peut-être inné en toi.
Ça fait partie d'un travail personnel. Tu sais, la vision que tu fabriques, elle fait partie du travail et de ta vision. C'est-à-dire, tu peux voir les choses d'une certaine manière, de la manière comme on nous a appris, et c'est essayer de la reproduire et de la fabriquer telle qu'on nous a appris. La plupart des cinéastes font ça. On nous apprend à voir le monde d'une certaine manière, on parle de deux, trois manières, et on continue à faire de ces manières-là. Comment parviens-tu? Mais comment c'est une question de regard, c'est une question d'organisation de regard, de sélection de regard. Tu regardes le monde et tu peux le fabriquer à ta guise. Mais en même temps, ça continue à être le monde. Tu peux toujours le décomposer à ta manière, à l'infini, mais disons jusqu'à un certain point, mais il est toujours là. C'est-à-dire que l'expérience hallucinogène, elle n'est qu'une expérience. Elle n'est qu'un passage qui te permet peut-être d'atteindre, d'obtenir une expérience. Où elle révèle des choses qui n'étaient pas très évidentes. Mais oui, mais qui en même temps est illusoire, qui en même temps est une hallucination. Mais tes films ne sont pas illusoires. Mais si, tout le cinéma... Oui, mais quand tu dis tout le cinéma est illusoire, il est quand même sur la matière, c'est quand même de la matière le cinéma. C'est plutôt l'expérience de la vision du spectateur qui est importante, tu vois. Une fois qu'on a vu ça ou une fois qu'on a vu autre chose, c'est le travail qui a fait ta vision. Moi, j'aimerais bien que les gens transforment leur façon de voir. Tu penses que c'est juste ce que je dis quand même, là, à propos de cet éclat, que ça part comme ça et que ça revient. Mais oui, c'est ça. Mais tu penses que les gens le voient, ça aussi? Ils le ressentent. Ils sont... Du moment qu'ils restent... peut-être pas, mais ils le ressentent. Ah oui, du moment qu'ils voient le film, ils sont obligés. Quand tu utilises le filtre rouge dans Lina India, par exemple. Oui, ou dans Liberté provisoire. Dans Liberté provisoire, c'est assez court. Mais dans Lina India, enfin, j'expliquais cette fascination que j'avais. J'étais complètement entré dans ces images, et puis bon, j'étais complètement parti. Enfin, comment tu arrives à ça? Enfin, toi, tu me réponds, bon, évidemment, c'est juste ce que tu me dis, mais ce serait intéressant d'en savoir plus. Mais exactement ces images rouges, parce que je sais pas, c'est... Bah, oui, non, mais ces images rouges, oui. Oui. Dans ces deux films-là. Parce que tu les as utilisées aussi quand, les images rouges? Mais dans ces deux films, simplement. Elles ont la même valeur que d'autres images dans les autres films. Tu peux lui donner une importance plus grande. Ça n'a rien à voir avec la mort. Je sais pas, ces images. Mais nous, ces images-là, non. Dans Liberté provisoire, c'était des images on voyait un disque de Piaf avec des photos de Piaf et des objets superposés. C'est la mort. Mais c'était Piaf vivante, quoi. C'était le disque, on voyait Piaf. Mais par exemple, on voit sa tombe, et là, dans sa tombe, il n'y a aucune image rouge. Oui, il y a certains liens avec la mort, c'est quelqu'un qui est mort déjà. L'image rouge, c'est toujours ça. Hein. C'est un hommage à Pierre, c'est quand c'est un hommage à Pierre qui est quelqu'un déjà mort. Oui. Il y a des objets superposés, il y a la main de Gaël qui tient une grosse... J'explique que j'étais rentré dans cette image. On voit les mains de Gaël comme les mains tordues de Pierre. Tu sais que Pierre, à la fin, avec les mains complètement déformées par l'arthrose. Et Gaël, il a fait la pose de Pierre avec ses mains tordues. C'est l'image de Liberté provisoire qui sont en rouge. J'étais rentré dans ces images, sans faire attention, pris au piège du cinéaste. Et puis, je suis complètement rentré dedans, comme si j'entrais dans un autre film que le film que je voyais. Et à la fin de cette séquence, j'en sortais comme si, tiens, le film vient de se finir. On attaquait un autre film. À ce moment-là commence la séquence du Père Lachaise, où le film disons, chancelle dans cet autre espace, l'espace de la mort. Tu vois. La séquence rouge peut-être a son importance dans le film, parce qu'elle t'introduit. Elle permet de passer à un autre niveau, tu vois. Celui qui était du quotidien, du petit quotidien. On voit Gaël se balader, et aller de bistrot en bistrot, qui est tout à fait apparemment banal et anodin.
Et tout d'un coup, ces images-là, les images rouges, lancent le film dans cet autre espace où le sens du film attire une autre dimension, tu vois. Là, le film acquiert une importance qu'il n'avait pas à ce moment-là. Avant, c'était sympathique, c'était peut-être bien, c'était folklorique et tout, mais quand il rentre au Père Lachaise, le film devient autre chose, avec une portée beaucoup plus grave, plus importante. Et ces images rouges, elles sont là entre les deux. Tu vois. Maintenant, je vois. Et dans Luna India? Et dans Luna India, il y a plus de rouge. Hein. Ah oui. Là, il y a plus de rouge. Mais là, c'était le rouge obéissait à un autre sens. Tu vois. Le rouge était le rouge du vin. Le rouge était la lune rouge de l'Orient en même temps. Et c'était le rouge de l'amour aussi. Le rouge de C'était l'Orient, joué, si tu veux, sur le symbolisme du rouge. la lune rouge de l'Orient, tu peux expliquer C'était la lune orientale, c'est un film, Luna India, c'est la lune indienne, mais pas du Mexique, mais de l'Orient. C'était, on voit, je pense que même un disque, c'est peut-être une idée trop facile et fausse, mais on pense à... Enfin, moi, c'est une identification que je fais dans ma tête, tu vois, le rouge et la lune et l'Orient, tu vois. Il n'est pas forcément rouge, mais disons que cette notion de vin, d'amour et d'Orient formait, s'identifiait pour moi au mot rouge, à la couleur rouge. Tu vois, le rubis, la pierre, le rubis, le vin, la rose, la lune et l'amour, pour moi, formaient un lien où le rouge était dans la même longueur. Tu vois. Donc, il pourrait être bleu ou vert, mais à mon avis, le rouge rendait bien le ton, l'atmosphère, l'intention du film. Est-ce que c'est important que tes films soient vus? D'une certaine manière, oui. Je pense que tous les films, hein. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un peintre fasse ses peintures et que personne ne les voit, qu'il les fasse que pour lui, que quelqu'un écrive et qu'il écrive que pour lui. Oui, mais à ce moment-là, on n'écrit pas ou on peint pas. Bah si, il y a des gens qui ont peint pendant toute leur vie, ils n'ont jamais montré. Mais un jour ou l'autre, on le saura. Dans la plupart des cas, Oui, un alors jour ou justement, l'autre. c'est pour ça que je te demande, est-ce que c'est important pour toi qu'on les voit maintenant? Moi, je pense que c'est... Est-ce que ça te fait, par exemple, en tant que cinéaste, est-ce que ça te fait évoluer dans ta recherche que de les montrer? Bon, d'un côté, je pense que c'est très important de le montrer, mais d'un autre côté, je ne sais pas si le fait que d'autres gens puissent me pousser à continuer, tu vois. Ça peut t'influencer le fait de le montrer, Disons, m'encourager. ou même t'influencer dans certaines directions de ton travail. Parce que si tu vois que les gens aiment plutôt tel genre de choses et pas d'autres, tu peux plutôt. Ça te sert de révélateur, non? Car là, ça m'a pas influencé vraiment d'une façon volontaire. Hein. J'évoluais en suivant peut-être certaines réactions des gens, mais c'est pas l'important, tu vois. De toute façon, qu'est-ce que c'est mon cinéma? Mon cinéma, c'est fait peut-être d'influence aussi, tu vois. Il n'est pas né comme ça du jour au lendemain. C'est important de le montrer, et je pense que c'est très important. Mais un cinéma comme ça, je pense qu'il faudrait le montrer. Je pense qu'il est très important d'une certaine manière. Tu vois. Dans Maya, le film est en 3 parties sur les 3 éléments constitutifs de la nature. Il y en a 4. C'est d'abord la terre, l'eau, le feu, et qu'est-ce que tu fais du ciel? Mais le ciel, c'est l'air en principe. Disons, le ciel... Le ciel, il apparaît dans les 3. Et tu as fait 3 parties alors qu'il y a 4 éléments. Pour quelle raison? Disons que mon propos n'était pas de composer un film structuré en fonction précise de ces 4 éléments. Moi, j'y trouve les 4 éléments, tu vois. Mais j'ai pas voulu partager le film en fonction des éléments, tu vois. Où il est l'air dans ce film? Il est partout.
Il est partout aussi. La Terre, elle est où? Elle est aussi Partout. bien dans l'île que... Mais oui, mais disons que c'était pas mon but initial, Oui, tu d'accord. vois. Si ça aurait été ça, peut-être que j'aurais fait le film d'une autre manière, tu vois. Peut-être qu'on aurait vu... C'est peut-être le film qui a dérivé sur ces éléments-là, là, Mais qui oui, n'étaient pas prévu au c'est ça. départ. Non, 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 pas du tout. Ah, justement, ce serait intéressant que tu expliques comment ça s'est passé. Non, 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 disons que ces éléments sont, si tu veux, se trouvent à la base du film, mais à la base intérieure du film, une fois que le film est déjà réalisé, mais il ne se trouvait pas préétabli, tu vois. Je ne voulais pas travailler le film en fonction de ces quatre éléments-là, en donnant une importance graduelle à ces éléments. Non, non, je pense que la séparation en fait des trois bobines obéit à notre sens. C'est plutôt une question de regard et de respiration, en fait. Tu vois, les trois bobines ont trois rythmes différents et trois visions différentes, tu vois. Et le but du film, c'est ça, c'est la vision, c'est le regard qui est visé. Les éléments, c'est tout à fait secondaire dans le film. C'est très important, mais c'est secondaire. C'est un biais, disons, c'est un peu comme le symbolique tout à l'heure, c'est-à-dire c'était une certaine forme de moyen d'entrer dans l'œuvre, mais il y en a d'autres. Mais par exemple, j'ai comparé dans un texte, tu vas peut-être sauter en l'air, hein, peut-être. J'ai comparé Maya, enfin j'ai pas comparé comme ça, enfin j'en parle par rapport aussi à la région centrale de Snow, qui par exemple Oui, représente. En fait, ça, je saute pas en l'air, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. En fait, on représente la constitution du monde, grosso modo, à ses origines. C'est tout à fait ça. C'est ce que j'ai expliqué, enfin, c'est dans le texte que j'ai écrit dans le cinéma, qui tu va as paraître en très- février. Tu as très bien choisi la comparaison, parce qu'en plus, je le pensais, je voulais pas le dire parce que je veux pas établir des comparaisons qui tout semblaient prétentieuses, mais c'est ça. J'ai pas fait le film en fonction de ça, Oui, non, mais j'imagine. quand j'ai vu le film, c'était ça, tu vois, c'est la région centrale, mais c'est l'opposé en même temps. Ah oui, de la non, mais région ça centrale. va complètement différent, hein, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que C'est la constitution de... la constitution du monde, c'est ça, c'est le monde à ses origines. Le monde a ses origines, oui. Seulement que c'est moi qui le fais, tandis que l'autre film, c'est une machine. C'est ça. Mais alors pourquoi c'est une... Deux visions. Là, c'est une question de vision, de regard, tu vois. Snow, il n'aurait jamais fait même. Oui, ton exemple est très bien choisi. C'est la constitution du monde d'une certaine manière, mais c'est aussi la constitution du regard humain sur le monde. C'est l'anti-Snow. Ah, tout à fait, ouais. Tout à fait. Parce que là, tu disais justement, lui, c'est une machine et toi, C'est moi, c'est moi. Dans le film de Snow, il n'y a rien, il n'y a aucun humain. On voit simplement à une reprise ou deux l'ombre de la machine, alors que toi, c'est une femme qui mène la danse. Oui, on peut Oui, c'est ça. Elle mène la danse et moi, je la suis. Alors pourquoi c'est une femme? Bon, il faut aller aux origines, tu vois, c'est Maya. Et Maya, c'est un élément, c'est un principe de philosophie hindoue et qui se rattache au principe féminin. Donc, la nature, en principe, est féminine. Ce qui fait partie de la nature est féminin. C'est la femme, la matière qui compose la nature, tu vois. C'est la nature, c'est la femme, c'est la nature en même temps, tu vois. Aussi bien l'eau que la terre. Tu vois, c'était un élément de plus. La femme, elle était au même niveau que ça serait le cinquième élément, la femme, tu vois. Il y a l'air, le feu, la terre et l'eau, et la femme qui résume en elle tous ces éléments. Et en plus, elle est génitrice du film aussi. Comme on disait, c'est elle qui emmène le film et toi tu suis. Alors que penses-tu des gens qui critiquent des films différents, indépendants, comme Michel Simon, pour ne pas le citer, positif, qui critiquent ces films-là parce qu'ils n'affrontent pas directement les contradictions sociales et politiques de la société? Ces gens-là vont défendre Apocalypse Now et à côté vont attaquer Théo ou Michel ou moi.
Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est évident, c'est évident, c'est une façon de se dérober devant une responsabilité envers eux-mêmes en tant qu'être humain. C'est commençant par toi-même que les choses doivent être faites. Si tu ne te regardes pas toi-même pour commencer, je ne vois pas comment tu pourrais voir les autres. Tu vois, comment entreprendre un film sur la guerre du Vietnam si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu es, ni ce qui te compose, si tu ne sais pas ce qui est le regard, ni ton regard, ni comment il était conditionné, si tu ne montres pas comment il était conditionné et organisé, comment tu le manipules, et comment tu le produis, comment tu le subis, ce regard, je ne sais pas comment tu peux entreprendre une œuvre si gigantesque qu'Apocalypse Now, qui engage vraiment une grande partie de l'humanité, qui est une œuvre tout à fait responsable devant des millions de gens. Je ne sais pas de quel droit tu peux faire ça. Si déjà tu ne peux pas assumer ni la dixième partie de ton être. Non, c'est des gens qui ne parleront jamais d'eux-mêmes. Ça ne m'étonne pas. En plus, ils sont irresponsables. En plus, ils sont responsables. C'est eux qui font vraiment un cinéma antipolitique. Moi, je fais un cinéma politique en fait. Maya, c'est un film politique. Bon, ils défendent déjà, par exemple, Apocalypse Now. Prenons ça comme exemple. Et à côté, ils vont attaquer des gens qui ne pèsent pas lourd face à Apocalypse Now, des gens dont les films seront vus par quelques centaines de personnes. On se demande pourquoi ils vont attaquer ces gens-là, alors qu'à première vue, ils ne menacent pas du tout Apocalypse Now, mais peut-être que ces gens-là comprennent bien qu'en fait, à longue échéance, ces films-là menacent vraiment Apocalypse Now. Oui, à notre niveau, et ces gens-là, ils s'en rendent compte quand même, s'ils attaquent ce cinéma marginal, c'est qu'ils sentent bien que ça les dérange quelque part. Ah oui, pour des gens qui se disent de gauche, enfin, je ne dis pas des gens d'extrême droite qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais des gens qui se disent d'extrême gauche, communiste ou même plus trotskiste. Oh oui, le choix politique n'a rien à voir. Oui, c'est une question déjà personnelle. Ah oui, ça les dérange. Ils mettent ça sur un plan politique, c'est eux qui le font. Hein. C'est eux qui le font, qui le mettent sur un plan politique. Ils ont intérêt parce que c'est le plan le plus viable, le plus utilisé dans nos jours. Le plus à la mode. Le plus à la mode, c'est très facile d'attaquer à quelqu'un par cette voie-là. Et ça les dérange au niveau personnel et puis au niveau idéologique. Parce que c'est le cinéma qu'ils défendent, en plus ils vivent de ce cinéma, donc ils ont intérêt à le défendre. Le cinéma marginal qui arrive est complètement inconnu et dangereux et obscur, ça représente pour eux un grand danger. Alors toi tu considères que tes films affrontent de face les contradictions sociales et politiques de la société? Ah tout à fait, oui. Tout à fait, parce qu'ils vont droit à l'essentiel de l'être humain, son regard. Mon film est une expérience personnelle. Mon corps entier est engagé, aussi bien au niveau intellectuel que sensoriel et imaginatif. Il s'agit en fait de réalisation personnelle à travers une action qui est dans ce cas un film. Je ne peux pas concevoir la réalisation d'un film assis sur une chaise et donnant des indications aux participants. Avec la caméra, je me jette dans le vide. Je voudrais insister sur vraiment l'acte matériel de filmer, parce que tu pourrais très bien ne pas être assis sur une chaise et que ce soit par exemple un ami à toi qui tienne la caméra et que pendant ce temps-là, toi tu t'occupes des personnages, de leur donner des indications. Oui, mais j'ai parlé d'engagement total du cinéaste. Quand je dis total, je veux dire corporel aussi. Donc, tenir la caméra, ça fait partie essentielle de l'action filmique, de la création du cinéaste. C'est une partie non seulement essentielle, mais imprescindible. C'est tant que le cinéaste ne tient pas la caméra, son film, dans une certaine mesure, ne lui appartient pas. Ça serait une contradiction absolue de vouloir revendiquer un travail. Pour moi, le fait que le cinéaste prend la caméra et fait tout le travail avec la caméra est
fondamentale dans ce genre de cinéma. Pour moi, c'est la première action et la seule qu'un cinéaste doit vraiment réaliser. Mais ça, c'est la pratique qui te fait dire ça, parce qu'au départ, tu pensais pas que c'était comme ça. Quand tu as commencé à faire ton premier film J'ai en toujours 59, là. tenu la caméra. Mais pas en 59, dans ton premier film inachevé. Dans ce film-là, j'évite même de le revendiquer, du fait que c'est pas moi qui a tenu la caméra, tu vois. J'y ai participé, disons que j'ai dirigé une partie du film, mais c'est pas mon film, c'est pas moi qui tenais la caméra. Moi, je voyais pas ouais. ce qui se passait dans la Alors, caméra. alors Sternberg, Minelli, tous ces gens-là, peuvent-ils revendiquer leur film? Jusqu'à un certain point. Ouais. À Peut-être toi. que c'est pas qu'en étudiant bien le cinéma de Hollywood, il faudra parler non seulement d'auteur, il faut parler aussi d'équipe, il faut parler aussi du photographe, il faut parler du décorateur, il faut parler du costumier, il faut parler du conseiller technique pour la couleur, il faut parler de... C'est pas d'un tas de gens. Mais dans ce cas-là, c'est l'engagement total d'une seule personne qui... Donc c'est du cinéma complètement personnel. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est pas possible qu'un cinéma puisse exister où le cinéaste est son caméraman, où il est son directeur de la photo Non, non, ça me semble complètement... ça me semble de plus en plus absurde. Encore à l'époque de la grande époque de Hollywood, disons, c'était inévitable. Mais maintenant, avec la création des médias légers comme le Super 8, cette notion est devenue complètement archaïque. Je pense qu'un cinéaste qui ne tient pas la caméra, c'est comme un peintre qui ne tient pas le pinceau. N'oublie pas, il y a une chose qu'on remarque depuis, qui est évidente depuis l'année 79, ça devient évident. C'est-à-dire que le cinéma maintenant est en train de se couper en deux, alors qu'il était complètement éclaté depuis une dizaine d'années, en plein de satellites qui partaient dans tous les sens. Et il semble de plus en plus que d'un côté, il y ait vraiment un cinéma complètement personnel, comme tu fais, comme d'autres gens font, en Super 8 par exemple. Et maintenant, il y a vraiment exactement l'opposé, les super productions du type Apocalypse Now. On revient au cinéma à grand spectacle, qui avait été à l'époque, il y a encore 20 ou 30 ans, des chevaux de bataille d'Hollywood. Alors, ce cinéma-là, qui reprend de l'importance aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est une importance complètement transitoire. Pour moi, c'est un cinéma de revenants. Pour moi, c'est un cinéma de romantique qui pense que le cinéma peut devenir ce qu'il était il y a 30 ans. C'est un sursaut de moribond, je pense. C'est un film qui ne peut pas continuer. Il aura son moment de gloire, mais il peut pas continuer. Pour moi, c'est un sursaut simplement. C'est le cadavre qui sursaute avant de crever complètement. Mais tu ne penses pas qu'avec la multiplication des médias légers, et notamment la vidéo, où l'image est d'une qualité nettement inférieure au 35 mm et encore moins au 70 mm, il y ait une envie et un désir d'un certain nombre de gens de revoir déjà, premièrement, tous les vieux chefs-d'œuvre hollywoodiens du passé, et bon, de voir des nouveaux films à grand spectacle, parce que bon, ils en ressentent le besoin. Et bon, ça se vérifie au niveau des entrées, c'est la réalité. Alors, est-ce que toi, tu penses que c'est illusoire? C'est-à-dire qu'avant, il y avait une seule image, c'était le 35 mm, donc on voyait, tous les gens allaient voir ça. Bon, mais depuis 20 ans, bon, il y a eu les médias légers qui se sont développés, les gens ont pu voir du Super 8, du 16, de la vidéo. Et ces gens-là, il y en a qui commencent à en avoir marre, par exemple, de la vidéo, l'image de la vidéo n'est pas très belle, et qui désirent maintenant revoir les films grand spectacle, qu'ils soient en 35 ou en 70 mm, anciens ou nouveaux. Et ça, c'est réel, hein. On voit que les films, on ressort des films à grand spectacle, tout ça, ça marche. Oui, mais c'est une question de regard. Peut-être là, tu touches le point faible du cinéma et le point faible de notre culture. Je pense que c'est dans le regard qu'il faudrait commencer par étudier, par savoir et analyser ce que c'est le cinéma et l'attitude du spectateur vis-à-vis du cinéma même. C'est dans cette conception de belle image et de mauvaise image qu'il faudrait peut-être commencer à déchiffrer. C'est-à-dire,
Ce que la plupart des gens trouvent beau, peut-être que d'autres gens vont trouver laid ou le contraire. Personnellement, moi, j'aime certaines textures que la plupart des gens rejetteraient avec horreur. Moi, je suis pour une expression personnelle et je suis pour une exploration non seulement de l'image, mais de sa propre texture. Je ne pense pas que l'image doit se limiter à une unique texture qui se rapproche de la perfection et de la netteté. Là, on tombe, je pense que dans une certaine idéologie où ce qui est beau, impeccable, net et propre doit primer sur n'importe quelle autre vision. On tombe alors là dans tout ce qui est sain, tout ce qui est propre, tout ce qui n'a aucune saleté, dans ce qui a rien qui te dérange en fait, rien qui gêne ta vision. Pour moi, ça serait une vision complètement paranoïaque du monde. Penser que la vision est une seule et qu'elle est comme ça et telle que... Quand tu vas voir des films commerciaux, alors qu'est-ce qui déclenche en toi le fait de te déplacer pour aller voir ces films-là, en sachant ce que tu dis? C'est pas la perfection de l'image, loin de là, parce que j'ai eu un certain plaisir avec les défauts, les accidents de projection. Depuis toujours, j'aimais toutes ces interruptions, tous ces accidents brusques qui intervenaient au cours d'une projection. C'est pas la perfection de la netteté de l'image que je cherche, même quand je vais voir un film commercial. Qu'est-ce qui fait que tu y vas? À certains conditionnements au cinéma, j'ai commencé à connaître le cinéma avec ces films-là. Je continue à y aller, peut-être pour trouver un certain plaisir, ce plaisir que j'avais à mes débuts, quand j'ai commencé à voir le cinéma. Plaisir que je trouve de moins en moins, il faut le dire. Mais c'est pas la perfection que je cherche. C'est presque, je suis plutôt heureux quand je vois des accidents, tu vois. Quand je me trouve devant une mauvaise copie, je me sens, j'aime ça. Tu vois. Quand je vois des régions ou des taches ou des changements de texture, où il y a des numéros, où il y a des images blanches ou noires, ça j'aime. Je pense qu'un film, il doit subir aussi l'épreuve du temps. Croire qu'un film est un produit inchangeable et éternel, c'est complètement absurde. Un film, c'est quelque chose de très fragile, en fait. Alors, qu'est-ce qui détermine ton choix des musiques ou des sons par rapport à l'image? J'essaie de déchiffrer d'abord l'essence de la musique, surtout la musique populaire. Ses racines et le déblocage de l'imaginaire qu'elle provoque. Elle forme un double corps avec l'image. Le chant est toujours un appel et un rappel. C'est la voix du passé des ancêtres qui revient et nous appelle. C'est la voix de la vie et de la mort. J'ai toujours ressenti la chanson dans ce sens. Elle provoque en moi une multitude d'images qui n'obéissent nécessairement au texte du film, loin de là. En écoutant des chansons en arabe ou en allemand, langue que je ne connais pas, je ressens la même libération d'images qu'avec une chanson en espagnol ou en français. Donc pour moi, la chanson est un moyen, un élément, un sujet-objet synthétique, un espace où vient se réduire en groupe compact des éléments visuels narratifs qui appartiennent à tout un fond historique. La chanson est, si l'on veut, une formule chantée où, à travers le rythme musical, l'histoire de l'humanité s'inscrive. C'est la mémoire collective qui est condensée dans le rythme et vibration d'une chanson. La chanson est en soi un conglomérat d'images condensées dans un espace qui, au moment de son émission vibration, libère sa charge
culturelle et émotive. Elle forme une dualité avec le film. Elle remplit les espaces d'interprétation, les vides du film. À la façon des dessins d'architecture arabe où l'ombre et la lumière de la même figure forment deux figures différentes, elle forme un double corps entrelacé avec l'image. Le chant est toujours un appel et un rappel. C'est la voix du passé qui revient et nous appelle. C'est aussi la voix de la mort. Est-ce que le sens des paroles des chansons ont un rapport avec l'action du film? Il y a un certain rapport, mais ce rapport, il vient toujours se produire après, une fois que l'image est réalisée. L'histoire de la chanson vient se greffer à l'histoire de l'image. Par exemple, quand il s'agit de chansons mais arabes disons, que tu ne comprends pas, par exemple. Là, c'est pas au niveau de la signification que tu choisis il y a chansons. forcément, du moment qu'il y a une greffe, il y a forcément une communication, même si c'est des paroles que moi je ne comprends pas, ça peut sembler absurde. Ces paroles auront nécessairement un rapport avec les images. Si j'ai choisi des chansons en espagnol pour mes filles, ce n'est pas à cause des paroles. C'est à cause du rythme et de l'intensité et de l'émotion qui provoquent les chansons, qui à mon avis ont une corrélation avec les mêmes éléments du film. Mais ce n'est pas les paroles qui déterminent le choix de rapport, c'est le rythme. Les paroles viennent intervenir et provoquent évidemment un système de correspondance. Ce n'est pas par là que j'ai cherché à établir ce contact. Dans Salomé, par exemple, toutes les chansons en espagnol qu'on entend ont un rapport assez direct, si l'on veut, avec les images. Mais ce n'est pas un lien direct en fonction de l'action qui se déroule dans le film. C'est un lien qui se trouve ailleurs. L'image peut refléter une histoire qui peut nous renvoyer à celle produite, provoquée par la chanson. C'est jamais un lien direct, mais les liens qui s'établissent, c'est au niveau du spectateur. Chaque spectateur, il peut l'interpréter d'une façon différente. Je pense qu'un spectateur arabe ou allemand, il pourra trouver certaines interprétations que nous, évidemment, on ne peut pas trouver. Mes films, c'est un conglomérat d'images libres qui sont proposées aux spectateurs pour qu'ils les interprètent à sa façon. C'est une matière que je donne aux gens pour qu'ils les construisent et ils les interprètent en fonction de leur pouvoir d'interprétation. En fonction de ta sensibilité, ta connaissance, tu pourras ressentir et interpréter mon film. Je ne cherche jamais une interprétation univoque. En ce qui concerne ta manière de tourner, en général, tu n'écris pas de scénario. Tu tournes tout à mesure. Quand tu as une idée au départ, et à partir de là, tu... Ouais. Quand je ne faisais pas du cinéma, je faisais du scénario, même très détaillé au niveau du découpage. Quand j'ai commencé à filmer, j'ai été tellement entraîné par toutes les possibilités qui s'ouvraient devant moi au moment et lieu précis du tournage, que j'ai oublié toujours mon cahier de notes. J'ai dû me rendre à l'évidence. Un film, pour moi, est une quête et un chemin. On le prend ou on ne le prend pas. Si on le fait, on découvre une multitude d'éléments hétéroclites qui donnent dans sa totalité, une fois que le voyage touche à sa fin, mais il faut dire que mes films, ce sont des voyages sans fin, un sens à l'itinéraire, à la voie entreprise. Donc le fait de concevoir un scénario pour mes films, ça touche à notre des fondements, des points fondamentaux de mon cinéma, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'un cinéma d'expérience. C'est l'expérience personnelle du cinéaste et ceux qui participent dans le film qui va déterminer, à partir du moment qu'on réalise le travail, qui vont déterminer
la réalisation, la structure et le but du film. C'est tout à fait l'opposé des buts recherchés pour la plupart des cinéastes expérimentaux, où ils partent en général d'un ensemble de données rhétoriques. Ils utilisent des données préalables, des paramètres préétablis qu'ils réalisent d'après ces schémas. Tu vois. Il n'y a en fait aucune expérience personnelle dans ce film-là. Je pense que la différence avec mon cinéma et ce cinéma expérimental est tout à fait flagrante. Tu vois. Moi, je propose un cinéma d'expérience. Ce n'est pas un cinéma expérimental, en fait. Donc, je ne peux pas travailler comme ils font les autres. Je ne peux pas rassembler des éléments conceptuels ou un tas de renseignements pour en tirer des conclusions à l'avance. Je ne peux pas concevoir un cinéma qui sait à l'avance ce qu'il va donner. Tu vois. Moi, je te dis, je me jette dans le vide et les gens qui sont avec moi, ils se jettent dans le vide avec moi. On est des aveugles, en fait. On ne sait pas où on va arriver. Ce sont les spectateurs qui vous rattrapent. C'est une fois que le film est fait qu'on le saura. Tu vois, je te dis, c'est comme prendre un chemin. Tu prends le chemin et tu découvres à gauche et à droite plein de choses. Quand tu arrives à la fin, si tu arrives, on n'en arrive jamais, tu pourras peut-être tirer une conclusion, mais jamais avant. Je suis absolument contre, dans mon cas, de faire un scénario. Je peux pas écrire le moindre mot, établir le moindre scénario avant de faire un film. Est-ce que tu as déjà pensé, quand tu utilises des chansons par exemple, que les personnages du film simulent en playback la chanson, la chantent? Non, non, j'ai jamais prévu ça. Pour moi, je te dis, la musique, elle est toujours cherchée ou trouvée après que le film a été fait. J'ai jamais pensé à une musique au moment de faire un film. Je mets assez souvent la musique au moment de filmer, mais c'est une musique qui ne sera jamais après dans le film. Mais j'ai jamais pensé au playback ni à faire jouer ce genre de rapport. Alors pourquoi tournes-tu en Super 8? Pour moi, le plus grand cadeau qui m'a fait le cinéma, c'est la caméra Super 8. Non seulement je pouvais faire un film avec, mais le film même faisait partie de moi-même. Je me réalisais en même temps que le film. Je pense qu'historiquement, c'était inévitable. Le cinéma, il devait arriver à ce stade où la réalisation personnelle du cinéaste était possible, tu vois, à travers un média léger. Évidemment, je ne crois pas que ça a été l'intention des gens qui l'ont produit. Ils l'ont peut-être fait avec des intentions tout à fait commerciales de mettre ça à la portée de tout le monde, mais en fait, ils ont fait un jeu très dangereux parce que c'est la personnalité même, c'est l'individualité même qui peut en profiter. Ça ne m'étonnerait pas que ce moyen, un jour, il disparaisse ou on le fasse disparaître un jour parce qu'il devient très dangereux. C'est un cinéma qui permet à des gens qui n'avaient jamais songé à faire du cinéma à cause des structures écrasantes du cinéma et qui peut entreprendre un film et le réaliser tout à fait dans ses pas, de le mener à bien. Ça permet de travailler avec une liberté comme on n'en avait jamais eu au cinéma. Ça débarrasse complètement de tout le carcan du système de production. Le cinéaste qui travaille avec le Super 8, il est libre complètement. Il est libre, il peut filmer quand il veut et comme il veut. Est-ce que tu penses que le fait de filmer quand on veut, par exemple, d'ici à tout moment, est-ce que tu penses que à la longue ça va donner des résultats supérieurs à ce qui s'est fait dans le cinéma commercial? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais pour l'instant, c'est pas évident pour l'instant. Mais il faut savoir voir aussi, tu vois, il faut considérer tout notre regard, il faut considérer tout
notre vision non seulement du cinéma, mais de l'art et du travail humain. C'est pas, il faudra se remonter très très loin depuis, c'est pas plus loin que la Renaissance, c'est tout ce que l'homme a créé comme image. Je pense qu'on arrive à un moment où l'image, elle doit être reconsidérée du fond, comme on dit, du fond en comble. Fond en comble. Voilà. Fond en comble. Voilà. Je pense qu'il faudrait faire une revision complète, toi, de ce que c'est le regard et de comment on doit regarder, toi. Parce qu'en fin de compte, le problème c'est ça, c'est le regard qui détermine tout. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a des films vraiment fantastiques qui se font et qu'on ne s'en rend pas compte? Ah oui, je pense que les gens, ils savent pas voir. La plupart des gens, ils savent pas ce qu'ils ont sur leur net. Tu vois. Ils sont complètement conditionnés par une certaine vision et par un système de signes. Tu vois. Il doit passer par là pour reconnaître la valeur d'une chose. Tu vois. Ça doit être comme ça et comme ça pour que ça passe. Tu vois. Un film, ça, pour parler du cinéma, un film doit être d'un certain format déjà. Il doit être réalisé dans certaines conditions et montré dans certaines conditions pour qu'il puisse être apprécié. Il y a des films, et ça se voit de plus en plus, où c'est un autre regard, c'est une autre image qui commence à se manifester. Et c'est toujours un cinéma personnel, c'est toujours dans ce sens-là. Voilà. Toutes ces grosses machines que le cinéma commercial est en train de fabriquer d'une façon impeccable, ça il faut le reconnaître, ça ne sert à rien, ça nous montre que c'est l'échec brillant d'une société, je pense. C'est vraiment le champ du signe d'un cinéma qui est mort depuis longtemps. Donc, il faudrait se tourner de plus en plus à la production personnelle, à la manifestation personnelle, même si elle est réalisée dans les conditions les plus misérables, les plus démunies. C'est peut-être dans ces cas-là qu'un jour, on faudra vraiment... C'est exactement ce que disait Mécasse il y a 20 ans. Lui, il parlait à l'époque du 16 mm. Et maintenant, le 16 mm est entre deux chevaux, c'est-à-dire que c'est pas un grand format et c'est pas un format accessible à tout le monde, mais c'est encore un format qui a beaucoup de possibilités. Je connais pas Mécasse, enfin je sais pas ce qu'il en pense du Super 8, mais peut-être qu'il continue à penser la même chose, ce qu'il pensait il y a 20 ans. Enfin j'espère. Il faudrait qu'il y pense pour le Super 8 maintenant. Ben oui, c'est ça. Je sais pas c'est ça. Non, ce qui est très C'est-à-dire que les gens, il y a un temps comme Mécasse ou par exemple Astruc en France, quand tu parlais de caméra stylo, c'est le cinéma Super 8 qui est venu le réaliser. Tu sais, le cinéma Super 8 te permet de faire le cinéma avec tes propres défauts, tu vois, chose qui est impensable dans le cinéma commercial. Au cinéma commercial, un défaut, une négligence n'est pas permise, tu vois. Une hésitation, un tremblement, un flou, des choses comme ça, sont automatiquement rejetés, empêchés, tu vois. Il y a une équipe qui t'empêchera toujours de tomber dans l'erreur, tu vois. Et c'est maintenant dans le cinéma des erreurs qu'il faudrait peut-être considérer à changer notre vision, tu vois. Moi, j'ai songé souvent à travailler sur le sens de l'erreur dans le cinéma, tu vois. Je suis peut-être encore trop conditionné par l'esthétique du bon, c'est peut-être que mes filles les gens aiment, parce qu'ils font partie peut-être encore d'un regard classique, mais je suis en admiration quand je vois des films avec des erreurs et que les gens laissent ces erreurs-là. Pour moi, c'est à travers là qu'il faut rentrer que le film peut te proposer une autre lecture, tu vois.
On l'a déjà fait, je remarque qu'on l'a déjà fait, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans ce sens-là, mais Il y en ils a font... qui le faisaient aussi en 35, comme Godard, il utilisait beaucoup ça. Mais Godard, par exemple, Mais en 35. il est allé assez loin avec cette... mais lui, il a donné une interprétation sociologique. Il a tout penché vers ce côté-là. Ethnographique. Ouais. Ça limite, à mon Outre- avis, la portée de son œuvre. Comme- Ouais. Ça limite beaucoup. Mais outre cette qualité-là, qu'est-ce qu'il y a d'autres qualités à ton avis du Super 8 premièrement, par rapport aux autres formats, et deuxièmement, par rapport aux autres moyens d'expression. Alors déjà par rapport aux autres formats. Par rapport au format, il y a Au niveau déjà de- la question économique. Déjà, c'est un moyen assez accessible qui ne demande pas un grand investissement d'argent pour pouvoir produire un film. La maniabilité de la caméra, qui en général sont construits d'une façon assez accessible, donc tout le monde peut les manipuler. La, la légèreté du matériel qui te permet une grande liberté de mouvement avec la caméra, ça permet de faire participer le corps même du cinéaste dans le film, chose qui s'est jamais fait dans le cinéma. Enfin, un peu, ça j'exagère. Il y a des cinéastes comme Abel Gance et Jean Cocteau qui ont mis une caméra de 35 sous le dos de leur opérateur, si je ne me trompe pas. Dans Napoléon et dans le son des... Même dans Napoléon, il jetait les Napoléon. caméras pour... Abel Gance, jetait en l'air bon, les mais Abel caméras. Gance, ça a toujours été un auteur d'avant-garde, c'est-à-dire que lui, il a toujours cherché, il a toujours expérimenté depuis toujours. Il lançait les caméras en l'air, là. Ouais. Donc c'est possible, tu vois, c'est possible, mais le système, il te l'empêche. Mais la caméra Super 8, à cause de sa légèreté, te permet d'aller plus loin encore. Tu vois. Donc c'est un désir inhérent au cinéaste de participer physiquement aussi à la, à la réalisation du travail. Le cinéma, à vérité, il a essayé aussi. Dans les années 60, quand ils ont éliminé le pied, que tout le monde se lançait dans la cohue avec une caméra, c'était ça aussi. Mais, mais tout ça, c'était conditionné toujours à des limitations ethnologiques et sociologiques. Disons, on n'allait jamais à la réalisation d'un film en fonction d'une réalisation personnelle, un travail vraiment personnel, tu vois, comme on pourrait avoir dans la danse, par exemple, ou je sais pas, dans une autre manifestation corporelle, où le danseur, il réalise sa propre chorégraphie et son propre spectacle. Tu vois. Ici, le cinéma, le cinéaste, il peut faire son propre film avec son propre mouvement. Qu'est-ce que tu vois comme autre qualité spécifique au Super 8? Toujours par rapport aux autres formats. La légèreté. Alors au niveau de l'image, bon, l'image du Super 8 est quand même très différente de l'image 16 ou 35. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça apporte? Moi, me semble-t-il, ça apporte une certaine forme d'abstraction de la réalité. Mais oui, je pense C'est dû à la... que le langage de Super 8, si on peut, et moi je pense qu'on peut en établir un, est très différent du langage de 35 par exemple. Tu vois. Le 35, il favorise ou il travaille sur la profondeur du champ. Sur la profondeur du champ, donc sur une vision du sujet et sur une étendue de l'image qui se trouve dans le cadre. C'est-à-dire que tu peux filmer un espace assez étendu et donner beaucoup d'importance à tout ce qui se trouve et tout ce qui se trouve dans le cadre acquiert une grande importance. Tu vois. Donc ça c'est l'avantage apparent du cinéma en 35, mais à mon avis c'est là son danger, son échec. Tu vois. C'est dans la reproduction trop fidèle globale, totale et trop fidèle de la réalité, qui est à mon avis un échec. Et c'est un fond pour moi. Le cinéma 35, en travaillant dans ce sens, tombe dans une erreur. Tu vois, on ne peut pas reproduire la réalité.
Le cinéma peut pas. Plus il va dans ce sens, plus il tombe dans une erreur, dans l'illusion. Pour moi, c'est travailler dans le sens illusoire. Tu vois. Pour moi, il faut revenir à une lecture matérielle de l'image. C'est ce que j'essaie de faire toujours. Pour moi, le cinéma 35, c'est le cinéma de l'illusion. Le cinéma Super 8, il te permet de faire revenir tous les éléments au premier plan, de les mettre là, plantés devant toi, à plat, toi, comme un dessin. Il n'y a pas de tromperie dans un... La façon dont j'ai utilisé le 35 pour mon film de photo, j'aurais pas fait ce film-là en Super 8, par exemple. Parce que je voulais avoir une reproduction la plus fidèle possible des images. Oui, des images, tu comprends? Oui. Autrement, je n'aurais pas fait en Super 8. J'aurais fait autre chose. J'aurais peut-être fait comme ce qu'a fait Michael Snow en 16, c'est-à-dire qu'il a fait une projection de diapositive et qu'il a filmé, je ne sais pas si tu as déjà vu ce film, complètement de côté, et on voit presque pas les images qui sont projetées, on les voit complètement, tu vois, c'est comme si lui il avait projeté là et que la caméra était juste là. Il filmait là, on voyait pratiquement pas les images d'une certaine manière. Oui, pour moi, les qualités du Super 8, c'est la suppression de l'attention exagérée à l'efficacité technique et la liberté de mouvement que cela implique. Le cinéaste est libre et apte à tous les mouvements et à tous les rythmes. La caméra dans sa main se transforme avec son geste. Elle peut disparaître. Ce qui reste, c'est la vision. Elle donne plus qu'un autre format une image du propre cinéaste. C'est peut-être cela qui agace tant ceux qui s'opposent à sa diffusion. Là, je pense que c'est évident. Il y a surtout dans les milieux professionnels un refus du Super 8. Pourquoi? Parce qu'ils voient une manifestation d'un cinéma personnel. Et ça, ils n'en veulent pas. Ça, ils en ont horreur, ils ont peur plutôt. C'est là où il y a d'ailleurs le plus de réticence, c'est de la part des professionnels. C'est surtout la part des professionnels. Parce que ça, ah oui, c'est toujours. Mais à tous les niveaux, aussi bien de la critique que des aussi bien les critiques que les techniciens, que tout ce qui fait partie de ce réseau. Ça, apparemment, c'est paradoxal, mais c'est eux qui tiennent absolument à maintenir les structures classiques du cinéma. Aussi bien le regard qu'on nous impose que toutes les structures économiques. Mais comme d'habitude, ils produisent toujours leur élément contraire, celui qui peut les tuer. C'est-à-dire que le Super 8, c'était un objet très dangereux. En fait. Ils n'ont pas su ce qu'ils ont fait. Pourquoi ce regard vers l'enfance là? Oui, je pense que les premières expériences en tant que spectateur sont déterminantes et sont fondamentales. Elles reviennent toujours. Elles reviennent peut-être déguisées, mais elles sont présentes. Donc, quand je vois des vieux films, des films que j'ai vus dans mon enfance, je trouve d'une certaine manière des images, des situations que moi je répète après dans le film, d'une façon tout à fait involontaire, mais qui évidemment m'ont marqué d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça qu'on pourrait dire qu'il y a un certain retour à l'enfance. C'est pas un retour très innocent, puisque c'est plutôt le retour de certains fantasmes. Hein. Mais je pense que tout ce qui se fait de nouveau est fait d'éléments anciens. Ces éléments populaires, ces éléments populaires, c'est à cause du cinéma que je voyais à l'époque. C'était le seul cinéma qui était accessible à moi. Moi, je les prends et je les transforme. C'est peut-être une forme de l'avant-garde. Ce n'est plus populaire maintenant. Il n'est plus populaire. C'est ça, justement, ce serait intéressant d'analyser cette contradiction. Le résultat, c'est-à-dire ce que je fais maintenant. Oui. Mais oui, évidemment que ce n'est pas populaire. Évidemment que non, parce que je ne travaille pas avec les mêmes structures. Disons que je fais ce que j'aurais voulu peut-être, ce que j'aurais voulu que le cinéma soit.
Je réalise en fait ce que j'aurais souhaité que les autres gens fassent.